Premier débat sur les élections départementales qu'on appelait autrefois élections cantonales avec 4 présidents du Conseil généraux. Éric Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, UMP. François Sauvadet, président du Conseil général de la Côte-d'Or, UDI. Jean-Paul Dufresne, président du Conseil général de l'Allier, PCF. Et Jérôme Guedj, président du Conseil général de l'Essonne, Parti socialiste. C'est un débat que nous organisons en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. Et je me réjouis de l'animer avec Yannick Halimi, ma consoeur. Et puis Fred Delpech du service politique de LCI sera là pour nous préciser les enjeux de cette élection qui passionne les gens qui intéressent la politique, peut-être quelquefois un peu moins les citoyens au niveau national, encore que localement il y ait beaucoup d'intérêt pour ces 2054 cantons, ils étaient 4055 avant la dernière réforme, qui vont élire 4108 conseillers, désormais conseillers départementaux. Frédéric. Oui, alors vous avez raison, hein, c'est un peu un ovni pour les électeurs cette élection. Ça, c'était les élections cantonales, ça devient les élections départementales. Ça mobilise pas beaucoup, hein, c'était 55% d'abstention en 2011, donc c'est vraiment une grosse abstention. Et puis c'est un mode de scrutin qui n'est pas bien compris, qui n'est pas bien connu par les électeurs. Et en plus, cette année, les règles du jeu, elles ont changé. Alors d'abord, c'est un binôme homme-femme qui se présente, donc ça complique et ça renouvelle un peu les choses. Et puis ensuite, il y a eu un redécoupage, vous l'avez dit Michel, il y a plus que un peu plus de 2000 cantons aujourd'hui, donc c'est difficile pour les électeurs de s'y retrouver, de savoir exactement qui est candidat. Et puis il y a une autre incertitude, c'est l'avenir des départements qui ne semble pas complètement assuré. Dans un premier temps, le gouvernement voulait les supprimer. Finalement, Manuel Valls a dit qu'il allait les garder dans les zones rurales, mais pour l'instant, rien ne semble gravé dans le marbre. Et puis, il y a une autre inconnue, c'est la compétence de ces départements. C'est pas encore complètement tranché. Il y a un texte en discussion en ce moment à l'Assemblée. On doit le voter définitivement, semble-t-il, la semaine prochaine. Alors, les départements devraient perdre une partie de leurs attributions au profit des 13 super régions créées par le gouvernement. On le sait, les départements, c'est la solidarité, l'action sociale. Pour l'instant, ils le gardent, les collèges aussi. Mais les régions, elles vont récupérer et s'occuper des lycées, des transports, du tourisme. Il y a aussi un point d'interrogation sur l'aide au développement économique. Ça devait passer aux régions en 2016, début 2016. Ça a été repoussé encore. C'est pour jusqu'à fin 2016, cette fois-ci dans les départements. Bref, c'est à n'y rien comprendre. C'est vraiment une usine à gaz pour les électeurs. C'est départemental. On va clarifier un peu ce soir. Alors on va, en effet, parce qu'on en a besoin, rester sur l'aspect réforme territoriale dans un premier temps, et puis on dégagera les enjeux nationaux pour chacune des familles politiques dans un deuxième temps. Éric Ciotti, ces élections qui sont déjà pas très simples et très faciles, Frédéric rappelait que le taux d'abstention y est habituellement très fort, elles sont d'autant plus compliquées aujourd'hui qu'on vote finalement sur des structures, des compétences qui sont en même temps en discussion au Parlement, et donc finalement les électeurs sont appelés à voter sur une forme d'inconnu. C'est ce qui est inédit et c'est ce qui est surprenant. Vous parliez de réforme territoriale. Je crois qu'on devrait plutôt parler d'embrouille territoriale, puisque vous avez raison de souligner que personne n'y comprend plus rien. Et on va à ces élections dans une quinzaine de jours maintenant, sans savoir quelles compétences les conseillers départementaux qui vont être élus, les conseils départementaux qui vont gérer les départements, vont exercer comme compétences. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire institutionnelle de notre pays. On a d'abord changé le mode de scrutin. On a d'abord changé la date du scrutin, puisque ces élections initialement devaient avoir lieu à la fin de l'année 2015. On est revenu à leur origine en mars 2015, donc incertitude sur la date d'abord. Incertitude sur les circonscriptions concernées. Il y a eu un vaste redécoupage. Vous soulignez qu'il n'y ait pas plus de 20% de disparité entre cantons. C'était oui, ça là. Avec une conséquence très claire qui était finalement l'arrière-pensée de ceux qui tenaient les ciseaux, c'est-à-dire les socialistes, c'était supprimer la quasi-totalité des cantons ruraux. Parce que les cantons ruraux étaient soupçonnés ou on leur reprochait d'être plutôt à droite. Et donc, on voulait supprimer ces cantons ruraux. Donc, aujourd'hui, on a des immenses cantons dans des départements. Départements comme le mien, il y a des cantons de près de 50 000 habitants. Donc, ce lien de proximité qui marque l'histoire des départements, parce que les départements et les conseils généraux représentaient certes des populations, mais aussi des territoires. Ce lien, il va être coupé. Donc, vous avez raison de souligner qu'on va dans un contexte électoral totalement incompréhensible. Jérôme Guedj, il y a quelque chose d'assez paradoxal et d'assez français, diraient les mauvaises langues. On est
passé de 4055 cantons à 2054, donc une diminution de quasi moitié, ben on arrive quand même à ce qu'il y ait plus de conseillers départementaux, puisqu'ils passent de 4055 à 4108. Bravo, parce que pendant un moment, on a entendu quand même qu'on pourrait y faire quelques économies budgétaires dans cette réforme. Mais on est bien d'accord pour dire que ce ne sont pas le nombre de conseillers départementaux, de conseillers généraux qui sont le levier de l'économie. Mais là, je sens qu'il y a une convergence des oiseaux de mauvais augure qui disent que tout va mal, que tout est catastrophique. Donc on va positiver un tout petit peu et on va se rassembler sur des choses positives. Il y a un nouveau mode de scrutin, c'est une bonne nouvelle, plus de justice, il n'y a plus de disparité. Moi, j'étais dans un département où un conseiller général représentait 15 000 habitants, quand un autre en représentait 50 000 habitants. C'est injuste. Je crois que c'est dans le Var qu'il y avait la plus grande disparité, où ça allait de 1500 habitants pour un canton à 20 000 habitants pour un autre canton. C'est plus juste, c'est le respect du principe d'égalité. Et la grande et vraie belle nouvelle de ce nouveau mode de scrutin, même si c'est inédit, c'est le scrutin binominal. Derrière ce terme barbare, c'est enfin le progrès de l'égalité et de la parité. Les conseils généraux étaient le dernier bastion sexiste de France dans les collectivités locales. Les mairies sont paritaires, c'était la loi de Lionel Jospin. Les conseils régionaux sont paritaires aussi. Les départements ne l'étaient pas. À peine 13% de femmes conseillers ou conseillères générales actuellement. La bonne nouvelle, quoi qu'il advienne, le 29 mars prochain, c'est qu'il y aura autant d'hommes que de femmes dans les conseils généraux. Je vais vous dire, rien que pour ce progrès de la parité et de l'égalité, j'invite tous nos concitoyens à participer massivement à ce scrutin. Après, j'entends l'argument un peu, là aussi, Cassandre, dramatisation, en disant « catastrophe, on ne connaît pas les compétences des départements pour lesquels nous allons voter ». On va un petit peu respirer un grand coup et relativiser les choses. Le cœur des compétences du département, que nous revendiquons tous, le rôle de bouclier social, d'accompagnateur des familles à tous les âges de la vie, de la petite enfance avec la PMI jusqu'aux personnes âgées. Ça, ce cœur de compétences, il demeure et personne n'a jamais envisagé de le remettre en question. Notre capacité à intervenir aux côtés du tissu associatif, de l'aide aux communes, tout ça demeure aussi. Il y a deux incertitudes, je ne vais pas les ignorer, entre le projet initial du gouvernement, c'est sur les collèges et sur la voirie et les transports. Le débat parlementaire a lieu, mais quoi qu'il advienne, ces missions qui sont assurées aujourd'hui par les agents des conseils départementaux. Moi, je veux leur rendre hommage parce qu'ils ont été un peu dans l'incertitude, c'est vrai, je vais en dire un mot sur l'année 2014 et la menace de suppression des départements. Quoi qu'il advienne, ces missions vont demeurer. Moi, au département de l'Essonne, il y a quelques jours, j'ai voté un schéma d'investissement dans les collèges pour les 10 années qui viennent. Et si ce n'est pas le conseil général qui le met en œuvre, c'est la région demain. Et j'espère bien que c'est le conseil général qui va les conserver. Donc, n'en faisons pas un sujet polémique. Les conseils départementaux sont là et bon là. Et c'est la dernière bonne nouvelle. Moi, j'étais opposé à la disparition des conseils départementaux. J'étais en opposition à ce que et François Hollande et Manuel Valls ont annoncé au printemps 2014. Et je me félicite, voilà, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de dialogue dans la majorité ou même avec l'opposition, que l'un et l'autre aient entendu les arguments de l'Assemblée des départements de France, de Claudie Le Breton, de l'ensemble des présidents de conseils généraux qui ont dit c'est un échelon utile et pertinent, ils sont là, ils sont bien maintenus, donc il faut arrêter, il n'y a pas de disparition des conseils départementaux. La preuve, il y a des élections pour les 6 années qui viennent et je suis sûr que les conseils départementaux seront là encore dans quelques années. Yannick Halimi du Parisien, notre confrère qui participe à l'animation de ce débat. On va essayer. Oui, Monsieur Gage, il vaut mieux effectivement être enthousiaste et puis jouer le jeu, puisque de toute façon, vous y allez tous à cette élection. Mais tout de même, messieurs, est-ce que le législateur ne vous a pas tendu un piège technique, en changeant les règles du système électoral? Je veux parler des pourcentages nécessaires pour être présent au second tour. On est passé de 10% des votants à 12,5% des inscrits pour pouvoir être présent au second tour. Et est-ce que là, ce n'est pas un piège pour les grands partis classiques qui ouvrent la voie à un parti plus nouveau, en tout cas pour ce type d'élection, qui peut mobiliser beaucoup plus que vous? Je veux parler du Front National. François Sauvadet, excellente question de notre consoeur. Oui, c'est une excellente question. D'abord, c'est pour ça que je vais y répondre. D'abord, il n'y a pas que la façon de se maintenir au second tour qui est un vrai piège. C'est cette réforme territoriale qui a été voulue par un parti et lui seul, le Parti socialiste, qui doit assumer une lourde responsabilité. C'est celle d'avoir créé un désordre territorial sans précédent. Enfin, c'est du jamais vu. Mais j'aurais été dans la majorité, mais Jérôme Gage, je me serais tapé la tête contre les murs, parce qu'on ne sait pas où on va, en fait. Imaginez, on a redécoupé des régions, on a découvert ça à 21h30, par une dépêche AFP, après un dialogue exclusif au sein du Parti socialiste, on s'est retrouvé avec 13-14 régions. D'ailleurs, avec le vote du Parti socialiste, à peu près ce qui est sorti. Qu'est-ce qu'elles allaient faire, ces grandes régions?
Mystère, on n'en sait rien pour l'instant, puisque le débat est en cours sur les compétences. Après, on est passé par la période, on supprime les départements, puis on va regarder quelques-uns, on ne savait pas lesquels. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous a imposé, contre l'avis de toutes les forces démocratiques composant le pays, imposé par le Parti socialiste, lui seul. On nous a imposé un binôme qui est une invention unique au monde. Dans un territoire, bonjour le désordre territorial. Non, imaginez, attendez. Les juges sur la parité, positivons. Attendez. Si c'est un débat, d'abord, je vous remercie LCI et le Parisien, parce que c'est la première fois qu'on peut vraiment débattre. On parle des élections et de ses résultats éventuels, avant même qu'on ait parlé du fond. Alors, il faut se consacrer. Vous portez une lourde responsabilité dans le désordre territorial. Imaginez un binôme. Vous savez ce que dit la loi dans le binôme ? Juste avec moi, allez, faites-moi plaisir. Réjouissez-vous de la parité. Il y a combien de femmes dans votre département ? La loi, j'en avais le double du Parti socialiste. Non, mais il y en a combien aujourd'hui ? Ça, franchement, non, mais c'est pas ça le sujet. Si, c'est un progrès, non ? Le désordre territorial, nous avons l'élection d'un binôme. La loi dit simplement que nous sommes élus ensemble et que nous allons exercer dès l'élection, indépendamment l'un de l'autre, notre mandat. Mais enfin, vous imaginez, dans un territoire, moi, j'avais une circonscription avec 17 cantons. La rupture territoriale, mais elle est massive. Je suis passé j'avais 17 conseillers généraux, je passe à 8 conseillers départementaux. Mais comment les gens s'y retrouvent dans tout ça ? Ils ne savent pas en quoi on va servir demain, d'ailleurs nous non plus, puisque la loi est en cours de discussion. Ça vous empêche pas non plus moi, je fais une campagne. D'abord, quelle abnégation, vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes candidat quand même. D'abord, je vais vous dire une chose, cher Michel Svid, c'est que d'abord, il faut que chacun assume ses responsabilités en politique. Bien sûr. Deuxièmement, je sais ce que doit faire le département dans mon département. D'ailleurs, ce que j'aimerais, c'est que le débat ait lieu, mais tout se passe comme si le Parti socialiste ne voulait pas que le débat ait lieu. Pas de campagne électorale nationale, alors que c'est la première fois, je le rappelle, que l'élection départementale se déroule en même temps dans toute la France. Imaginez qu'on a dû se battre dans l'opposition pour que simplement le gouvernement et l'État continuent d'informer en adressant la profession de foi et le bulletin de vote aux habitants de notre pays, aux citoyens, aux électeurs. Mais enfin, franchement, on est dans un monde de fous. Oui, Jean-Paul Dufresne. Vous réjouir sur la parité ? Jean-Paul Dufresne. Monsieur Sauvadet. Non, il ne veut pas. On verra. Jean-Paul Dufresne de la franchise. Je comprends pourquoi vous êtes opposé à ce mode de scrutin. Jean-Paul Dufresne. Ah oui, ça se mode de scrutin à fond. C'est intéressant. C'est très intéressant et très révélateur. Jérôme Guedj, j'ai la parole à quelqu'un J'ai d'ailleurs parlé d'un vrai Mais tripatouillage électoral. Non, mais on voit bien que ça vous pose difficulté encore. Au deux sens du terme, Jean-Paul Dufresne du Conseil général de l'Allier. Oui, alors, beaucoup de choses ont été dites. Je veux me réjouir, je vais me réjouir de la parité, forcément, parce que c'est une avancée. Je pense que tout le monde est d'accord sur cette question. Moi, j'ai été troublé, comme beaucoup, et comme les futurs électeurs aujourd'hui nous le disent dans la campagne, par rapport notamment à ce redécoupage. Mais ce que je veux dire quand Jérôme Guedj parle d'être positif, ça c'est décidé, c'est fait. Est-ce qu'on fait la campagne sur ce qui a été décidé et qui peut ne pas correspondre aux uns ou aux autres, ou est-ce qu'on fait la campagne pour mobiliser nos concitoyens et les entraîner à aller voter pour défendre aussi l'échelon départemental que nous avons les uns et les autres soutenus au cours des derniers mois. Parce que je pense que si nous posons le débat comme ça, eh bien, nous allons faire fuir les électeurs, alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de leur faire partager un projet de proximité, car même remanier les compétences du Conseil général, du Conseil départemental demain, eh bien, vont concerner les Français, nos concitoyens, dans leur vie de tous les jours. On a rappelé les compétences tout à l'heure. Donc moi, je préfère, plutôt que de refaire le procès de ce qui s'est passé et qui ne correspond pas forcément à ce que nous recherchions les uns et les autres, eh bien, je préfère regarder devant et poser avec les Français un vrai projet et un projet d'avenir pour nos territoires. Parce qu'il s'agit d'une élection importante. Et si demain, parce qu'il y aura trop d'abstention, eh bien, ceux qui voulaient passer à la trappe le Conseil général, le Conseil départemental, eh bien, s'il y a une faible participation, ceux-là se réjouiront à nouveau. Et ils diront, écoutez, vous voyez bien, vous dites que le Conseil départemental, c'est important. Les Français ne sont pas allés voter. Il y a une contradiction. Alors qu'avec l'ADF, on a fait réaliser des sondages, effectivement, les Français sont attachés à l'échelon départemental. Ils ne refusent pas une réforme, parce que on n'a pas des institutions qui sont statiques comme ça pendant des siècles et des siècles. Mais ils sont attachés à l'échelon départemental. Donc je crois à nous, dans cette campagne, il nous reste peu de temps, eh bien, à mobiliser toutes celles et ceux qui n'en ont pas entendu parler de ces élections, ou toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont troublés par ces nouvelles règles qui m'ont
aussi effectivement troublé. Éric Ciotti, le fait que ce ne soit plus désormais un renouvellement par moitié, 3 ans, mais un renouvellement général, et du coup, ces élections générales, c'est quand même quelque chose qui est positif, parce que ça accroît leur visibilité et leur compréhension. Une fois qu'on y verra plus clair sur la répartition des compétences, on aura quand même un truc qui est plus d'équerre, non ? Ça approfondit aussi une logique plus politique, voire plus politicienne. Les départements ont souvent géré sur des compétences de proximité, en dehors des conflits très politiciens qui peuvent traverser d'autres assemblées, parce qu'on gère des sujets d'intérêt général, la voirie, les collèges, l'aide sociale, pour les personnes âgées. Ce sont des sujets, moi dans mon département, 95% des délibérations sont votées par tout le monde, qui rassemblent. Là, on est dans une logique avec des cantons plus gros, avec le scrutin global, qui va être une logique de petites élections législatives. Des cantons plus gros, mais plus équilibrés les uns par rapport aux autres aussi. Il y a plus d'équité. Mais avec la coupure, avec le territoire. Donc il y aura moins de proximité, plus de politique. C'est un changement de configuration. On va naturellement s'y adapter, et on va s'y adapter avec une logique plus politique. Donc la première raison de se mobiliser pour ces élections, c'est d'adresser un carton rouge à ceux qui ont fait cette réforme stupide, ceux qui ont fait ce grand n'importe quoi, cette politique de gribouille. C'est donner un carton rouge au pouvoir, parce que ils ont fragilisé cette belle idée de réforme territoriale. Bien sûr qu'il faut réformer, il faut simplifier, et il faut simplifier non pas pour simplifier, mais pour faire des économies, pour gagner une belle idée. À chaque fois qu'il y a un projet de réforme, c'est tout le monde la descend. Vous le disiez vous-même, et c'est quand même le meilleur exemple de l'échec de cette réforme. On devait diviser par 2 le nombre des élus. C'est ce qu'avait décidé Nicolas Sarkozy avec le conseiller territorial, qui permettait, je le souligne, de rapprocher les départements et les régions, tout en gardant l'identité des 2 collectivités. C'était une réforme qui avait été votée sous le précédent quinquennat. Là, les socialistes ont rayé d'un trait de plume cette réforme. Donc il y a, à ceux que vous avez ajoutés tout à l'heure, puisqu'il y a 80 conseillers départementaux de plus qu'il en existe aujourd'hui, mais en plus il y a les 2000 conseillers régionaux également. Donc ça veut dire qu'au départ, on devait faire des économies d'argent public, ce qui est indispensable, parce que je le dis, les collectivités doivent faire des économies. Elles doivent participer aussi à la réduction des dépenses publiques. Et en même temps, on a le résultat inverse. On ne connaît pas les compétences, on va dépenser plus, on va avoir une logique plus politicienne, donc je crois que tout est raté dans cette démarche. Jannick Halimi. Écoutez, monsieur, à vous entendre, on peut comprendre le taux d'abstention qui se profile, parce que d'un côté, certains, à peu près tous d'ailleurs, vous dites que l'intérêt de cette élection, c'est l'élection de proximité, c'est sa proximité avec les électeurs, et d'un autre côté, à vous entendre, on sent tout de suite, au bout de 10 minutes de débat, que ça va vite devenir, et que ça l'est déjà, un débat d'enjeu national, de camp contre camp. Ça tombe bien, c'est la 2e et 3e partie de l'émission. 2 parties contre parties, mais du coup, on comprend la confusion des électeurs et le taux d'abstention qui vous pend au nez et qui pend au nez à la France. Donc, comment vous allez pouvoir remplir ce gap entre ce que sont les départementales, une élection de proximité, et la posture que vous adoptez les uns les autres? C'est pas la posture qui crée cette situation. Ne vous y trompez pas. C'est le fait que les électeurs aujourd'hui, qui sont extrêmement troublés parce que inquiets, préoccupés par leur situation et par la situation que connaît le pays, ils se retrouvent dans un chambardement dans lequel ils ne se retrouvent pas. Imaginez, nous avions dans notre département 43 chefs-lieux de canton, 43 cantons. Imaginez dans ma circonscription 17 chefs-lieux de canton. La moitié ont été supprimés. Or, la vie s'organise autour des cantons. Vous imaginez quand il faut expliquer à des gens que du nord au sud, il y a 100 km dans la nouvelle circonscription, que j'ai 89 communes à rencontrer, pour leur expliquer simplement ce qu'on va faire ensemble et pourquoi ils se retrouvent dans cette situation. Donc, évidemment, il y a un premier temps, et moi je l'assume, dans lequel chacun doit assumer ses responsabilités sur une réforme qui nous a été imposée, qui était imposée au pays par le seul Parti socialiste. Dans un deuxième temps, c'est effectivement de rentrer dans le vif du sujet pour dire ce que nous allons faire dans chacun de nos départements. Mais madame, vous croyez qu'on a attendu ce débat pour faire campagne? Vous croyez qu'on vous a attendu pour nous conseiller d'y aller? Venez avec moi un jour, sortez de Paris, venez avec moi. Je fais les 89 communes de ma nouvelle circonscription.
89 réunions. Eh bien, je suis content de voir que dans un village, comme hier soir, il y avait 17 personnes qui avaient fait le déplacement. Quand je leur ai dit qu'on était dans un sacré chambardement et un vrai bazar créé par le Parti socialiste, ils ont compris. Puis quand je leur ai dit, il faudra qu'on soit le rempart du monde rural, parce qu'aujourd'hui, il y a un grand sacrifié, c'est l'espace rural qui ne se sent plus représenté ni écouté, d'où le débat qu'on aura sur les votes extrêmes et sur les votes de désespérance ou l'abstention. Mais il ne faut pas se tromper. C'est pas notre comportement qui crée l'abstention. C'est aujourd'hui la situation faite par le gouvernement et par les socialistes à des territoires dont les habitants ne se reconnaissent plus dans ce qu'il aurait proposé. Voilà. Vous êtes dans une égalité de temps de parole avec un léger retard pour M. Dufresne qui va conclure cette première partie. Moi, je suis d'accord pour qu'on parle projet et pour qu'on parle local. Moi, c'est une élection qui ne pourra pas, bien entendu, faire référence à un contexte national. Mais moi, avec les électeurs de l'Allier, c'est d'un vrai projet dont nous parlons. Et un projet qui concerne, parce que l'Allier est un département rural, qui concerne le monde rural. C'est pour ça qu'avec mes collègues du Cher, de la Nièvre et de la Creuse, on a engagé avec l'Assemblée des départements de France toute une démarche autour du concept dit de nouvelle ruralité, c'est-à-dire la place des territoires ruraux dans l'organisation de notre pays. Et c'est ce projet-là que nous mettons en débat avec nos concitoyens, de façon à ce que nous ayons dans ces territoires-là une alternative au phénomène de métropolisation qui aujourd'hui nous est imposé par une forme de pensée unique qui pense que l'économie, la France peut s'organiser autour de 15 métropoles et puis le reste, ce sont des territoires résiduels. Mais je pourrais y revenir. Ah ben oui, on a encore ouvrons le débat sur plus d'une heure de débat local. Plus d'une heure de débat avec une courte pause de publicité et on enchaîne.